Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien. Dites-nous si ça fonctionne du coup. Je vais essayer de mettre l'écran voilà, pour que vous voyez bien l'interview. Voilà. On est très très heureuse et honorée de recevoir Manon sur notre page Creative People. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est la première fois qu'on se voit en direct live, donc ça fait très très plaisir. Et, euh, et je te laisse te présenter, Manon, et nous parler un peu de toi, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Jeune, je créais de façon insouciante. C'était juste naturel. Je me posais pas de questions. C'était une façon pour moi de m'exprimer. Puis par la suite, j'ai comme fait un choix conscient en entrant au secondaire, en me disant, OK, ça appartient à la jeunesse, à ce que j'étais. Puis là, je me tourne vers commencer à penser à ce que je vais faire dans la vie. Donc, il faut que je devienne sérieuse, une bonne élève et tout. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a comme une cassure qui s'est faite à ce moment-là, un choix. Vraiment un choix. Puis c'est correct, cette quête-là a été nécessaire pour revenir par la suite. Et je me rappelle très bien qu'à un moment donné, mon chum m'avait offert des toiles vierges, des vraies toiles d'artiste avec de la vraie peinture acrylique, des vrais pinceaux, puis oh mon Dieu! Autant j'étais heureuse, autant que j'étais morte de trouille. Parce que je me suis dit, oh mon Dieu, je vais gaspiller quelque chose qui vaut cher, qui est sérieux. Je me disais, mon Dieu, mais pour avoir la permission de créer sur ces toiles-là, je dois absolument suivre des cours. De savoir comment. Donc, je veux dire, j'avais dans la jeune vingtaine, puis c'était quelque chose qui était lourd à l'intérieur de moi parce que même à l'époque, j'avais pas d'enfant, j'avais juste moi à m'occuper puis mon travail et déjà je savais que je disais mais j'ai pas le temps de prendre ces cours-là. Puis là, à un moment donné, on a eu un premier enfant, puis ces toiles-là ont déménagé avec nous, mais me reflétaient toujours cet inconfort-là, puis cette espèce de montagne-là qui me disait, pour daigner peindre là-dessus, il faut que tu sois professionnel. Il faut qu'il y ait quelque chose. La somme d'efforts était colossale dans ma tête. Alors, ce que j'ai fait, j'étais tannée, fait que j'ai pris mon petit bonhomme, il était en couche. J'ai dit, OK, c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis on a barbouillé sur la toile. Puis après ça, je les ai jetés, littéralement. Puis cet acte-là a été hyper important pour moi. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, je veux dire, il y a tellement de façons de récupérer ça, de transformer ça, mais à l'époque, ça a été important pour moi de jeter ça. Puis ça a été vraiment le début d'une belle aventure à ce moment-là, de faire une cassure avec cette espèce de pensée du perfectionnisme qui pèse lourd puis qui nous empêche d'avancer trop souvent. Puis dans toutes les sphères de notre vie, pas juste pour créer. Alors, c'est là où j'ai compris aussi que c'était pas tant le produit final qui était important que le processus. Et dans tout ce qui a trait à la pleine conscience, c'est d'être pleinement attentif au ici et maintenant. Autant quand on fait la vaisselle que quand on peint. Donc, si on se trouve, justement, là, je reprends là, la jeune Manon, je l'amène devant sa toile, puis je lui dis, Manon, de quelle couleur tu te sens aujourd'hui? Ou de quelle couleur as-tu envie de te sentir aujourd'hui? Quelle couleur tu as envie de t'offrir en cadeau ici et maintenant? Déjà, juste la pression intérieure aurait été tellement moins grande. Puis ensuite, la jeune Manon aurait pris son pinceau puis aurait pris une couleur, peut-être du bleu, puis on aurait fait sur la toile, puis déjà, il y aurait quelque chose qui se serait passé. Il y a un calme qui s'installe. Il y a beaucoup de douceur puis de compassion qui peut naître de là. Parce qu'on se sent libre, on vise pas non plus quelque chose en particulier, parce qu'à ce moment-là, on retombe dans notre part qui est plus rationnelle. Et ça, je tiens à le dire là, le rationnel et l'intuitif, on a besoin des deux. Ce qu'on cherche, c'est à créer l'harmonie entre les deux.
Souvent, tu sais, ce qui arrive dans notre quotidien, c'est on opère plus en mode rationnel, structuré, linéaire, puis on a oublié comment on pouvait justement écouter cette intuition-là, écouter le corps qui parle, notre feeling, tu sais, dire, je le sens pas. C'est juste cette expression-là, elle veut dire tellement. Puis de réapprendre à se faire confiance. Puis pour moi, la création en mode intuitif sert à justement venir entraîner cette part-là de nous pour qu'elle se réveille, pour que nous-mêmes, on se réveille à elle et qu'on puisse la reconnaître. Et qu'on l'amène, après ça, à travailler en synergie avec notre part qui est plus rationnelle, qui est capable d'orchestrer la suite des choses puis d'atteindre des buts. Alors, c'est cet équilibre-là entre les deux. Donc, quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition puis qui a de la misère à porter ses projets jusqu'à la fin, ben va autant gagner dans le fait de travailler comme ça, de travailler en écriture pour pouvoir après orchestrer les choses, que la personne qui est que rationnelle va venir se détendre en créant. Donc, c'est pour ça que le processus est hyper important, puis c'est le chemin. C'est comme si on partait en voyage ensemble, puis qu'on laisse des traces de ça. Nécessairement, on n'est plus la même personne avant de partir que quand on vient. Hein? Donc, c'est ce voyage-là que je pense qu'il est important de s'offrir en cadeau. Ouais, c'est très parlant ce que tu dis, et justement, tu m'as fait penser par rapport aux toiles. Avec Marina, on n'a pas encore fait, hein, on va le faire, investir dans des toiles et de la vraie peinture, parce qu'on a vraiment envie. Et à chaque fois, on se dit que oui, mais on est en appartement, tu vois, donc on peut pas, il y a des conditions. Donc, oui. Mais si vous me permettez, ça me fait penser à une anecdote qui, pour moi, a réglé toute la question du « j'ai pas de place ». Ok, parce que c'est souvent ça, hein, j'ai pas de temps. J'ai pas de talent. Et ensuite, c'est, j'ai pas de place. Mais, bon, la notion de pas de temps, ça, on pourra en reparler tantôt, mais c'est pas une bonne raison. J'ai pas de talent, on vient d'en parler, c'est pas une bonne raison non plus. À partir du moment où on a envie d'y croire. La seule bonne raison, c'est j'ai pas le goût. OK. Fin de la discussion, j'ai pas le goût. Parfait. Mais j'ai pas de place. Ça me fait penser au début, quand j'ai commencé à donner des ateliers, je cherchais des lieux inspirants où offrir mes ateliers. Donc, il y avait un artiste peintre dans ma région que j'admirais énormément. Puis il y avait déjà une ville pas trop loin de chez nous qui avait pris entre autres une de ses œuvres qui l'avait mis sur un gros panneau, en tout cas à l'entrée de la ville. C'était extraordinaire. Puis j'avais la vision de son atelier. Ça devait être tellement géant, inspirant, extraordinaire. Mon Dieu, ben c'est là que je veux donner mes ateliers. Donc, j'ai pris mon courage puis je l'ai appelé. Il était tellement gentil. Il me dit, Manon, j'aimerais tellement te dire oui, mais il dit, je peins en plein milieu de ma cuisine, puis je vis dans une minuscule maison. C'est lui qui est un artiste peintre professionnel, dont j'admire le travail, peint en plein milieu de sa cuisine. J'ai plus de raison. J'ai plus le choix. Donc, c'est pas une bonne raison. Puis ça m'amène à là, pourquoi j'ai décidé de m'installer dans le fond de mon sous-sol, c'est tout sauf extraordinairement beau. Là. Même que si je tourne un peu la caméra, vous allez voir ma balayeuse centrale. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé d'être ici avec vous aujourd'hui, c'est pour montrer aussi que la notion de perfection par rapport au lieu. On a toute notre vision là-dessus, puis on a juste à se promener aussi sur Instagram puis Pinterest qu'on voit des studios, mon Dieu, extraordinaires, hein? Mais on a beaucoup qui ont ce studio-là, extraordinaire, mais qui osent plus passer à l'action. Fait que pour oser justement se mettre en action ici, maintenant, avec son os sous la main, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le fond d'un sous-sol, puis qu'on s'installe. Je veux dire, j'ai mis des lumières, puis j'ai pris ce qu'il y avait là, j'ai mis mon stock parce que sinon, quand il fait beau, quand il fait chaud, ben je suis soit dans la grange ou dans le petit chalet, mais là, il va faire froid. Ici, au Québec, tout va geler. Fait que, hein? Donc, c'est pour ça, puis ça me fait du bien de me retrouver ici parce que justement, ça me ramène au pourquoi. Hein? C'est important pour moi de créer puis de faire notre nid. C'est vraiment un pas qui est important.
Donc, je vous souhaite de vous asseoir par terre en plein milieu du salon puis de faire votre vraie toile d'artiste comme ça. Ouais. Déjà, le premier pas, c'est celui qui fait 20 l'inertie, c'est le plus difficile, mais après ça, ça devient de plus en plus naturel. Ouais, tu nous inspires tellement, il faut dire. Avec ton livre, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve que tu as su vraiment résumer en fait tous les exercices que tu donnes, etc. dans ton livre sont vraiment très très inspirants, hein, même pour nous qui créons. J'ai fait le petit médaillon là. Je sais pas si tu vas le voir. Oui. C'est un soleil. Et derrière j'ai marqué lumière. Lumière. Ouais. Hein? Ah, c'est beau. Merci, Marina. Et je vais te parler, tu parles des attitudes de la pleine conscience. J'ai trouvé ça super intéressant dans ton livre, et de créer le calme en soi. Et donc, on en a parlé déjà, mais quels sont les apports de la pleine conscience, en fait, et comment on peut allier les deux? On en a parlé déjà, mais je trouve ça vraiment intéressant, en fait, ce rapport-là, qu'on puisse allier les deux, quoi. Enfin, c'est vraiment parlant, je trouve. Je vais nommer les 7 attitudes de la pleine conscience d'abord, là, parce que c'est pas tout le monde qui les connaît. Ça, c'est les attitudes de la pleine conscience qui sont enseignées par Jon Kabat-Zinn, d'accord? Donc, c'est des attitudes à cultiver au cœur du quotidien. Puis encore là, c'est super important de dire que c'est pas là pour être appris par cœur, puis à se forcer, puis avoir la discipline comme dans un bootcamp. C'est vraiment important de les laisser faire écho à l'intérieur de nous, puis de dire, ben tiens, aujourd'hui, je vais essayer de faire plus de place pour telle attitude aujourd'hui. Donc, la première, puis c'est dans l'ordre des désordres, hein, ça c'est. Mais moi, dans mon livre, je l'ai mis en premier l'esprit du débutant. Cultiver l'esprit du débutant. Tellement important parce que en tant qu'adulte, je pense qu'on a acheté quelque part le fait que l'adulte doit avoir toujours les réponses, doit savoir comment gérer toutes les situations en tout temps, puis être à la hauteur. Puis à un moment donné, mais ça fait en sorte qu'on devient dans un carcan qui est tellement rigide qu'on se donne même plus la permission de pas savoir, de pas être bon, de se pratiquer. Fait que quand quelqu'un me dit je suis pas capable de créer ou de dessiner une pomme, et je me dis ben t'es à la bonne place, vraiment. Puis t'es encore mieux placé que l'artiste professionnel qui crée des choses grandioses à chaque jour, parce que c'est pour cette personne-là que ça va être encore plus difficile de cultiver l'esprit du débutant. L'esprit du débutant, c'est vraiment s'offrir la possibilité de poser un regard neuf sur ce qui est déjà là, puis qu'on est habitué de voir. Bon, on peut prendre des exemples dans notre vie de tous les jours. Là. Je veux dire, on se promène du lit à la salle de bain, de la salle de bain à la cuisine sur le pilote automatique. Là. Hein, on réfléchit même pas. Ou on conduit, ou on fait le trajet en métro, mais vraiment sur le pilote automatique, on l'a tous vécu. Mais être pleinement présent, c'est ça la pleine conscience. Être les 2 pieds dans le présent, dans le moment présent, vraiment, donc ressentir notre corps au complet, se rendre compte de toutes les sensations, de tous les bruits, les odeurs qui sont là, ici, maintenant. Déjà, juste ça nous ramène dans notre corps. Mais aussi, si on prend le lien avec la création, c'est de s'offrir en cadeau le fait de ne pas savoir comment utiliser tel ou tel matériel. Donc, pauvre petite Manon, hein, qui avait 20 ans, puis qui figeait devant la toile, on le voit très bien que moi, là, je l'avais acheté, ça, hein, qu'il fallait que je sois à la hauteur, puis que je sache comment, ou que j'apprenne comment avant. Donc, je m'étais même pas donné la chance d'ouvrir les tubes de peinture, puis de faire des essais, puis de me tromper, puis d'explorer. Mais ça fait en sorte que si j'avais tout de suite pris des cours de technique, j'aurais pas eu la chance de faire des erreurs. Puis des erreurs qui m'auraient fait grandir, mais aussi qui m'auraient donné l'opportunité d'obtenir des résultats différents, hein, que j'aurais peut-être pas appris. Mais oh non, mon prof, elle me dit qu'il fallait que je fasse telle chose avant. Donc, on se coupe de plein de belles choses pour explorer, faire des erreurs, puis tout est en analogie. Donc, quand on ose explorer avec la création, puis qu'on observe les résultats, puis on se dit « Oh mon Dieu, j'aime ça » ou « J'aime pas ça ».
la question qui a surgi après, qui est disponible pour nous, c'est OK, qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je choisis de faire? Ben ça, là, c'est notre pouvoir personnel. Fait que ça veut dire que plus on le met en pratique, plus dans notre vie de tous les jours, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme on voudrait, qui est pas comme prévu, le réflexe va être de dire ah, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Ce qui m'amène à l'acceptation. L'acceptation, c'est exactement ça. Accepter, c'est pas abdiquer ou c'est vraiment constater que c'est ce qui est là sur la table en ce moment. Donc, sur ma table de création, il y a cette toile-là où j'ai mis telle couleur puis que ça me plaît pas. C'est ça les faits. Et maintenant que j'en ai pris conscience, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Ah, ben, j'ai envie de mettre une image par-dessus. J'ai envie de mettre du gesso par-dessus. Puis après ça, de le transformer. J'ai le goût de recommencer au complet. J'ai le goût de tourner ma toile. Ben, dans ma vie de tous les jours, mais après ça, ben, c'est la même chose que j'amène. Ah, bon, ben, aujourd'hui, il pleut. Il fait pas beau. Puis, je me suis levée du mauvais pied. Ben, c'est ça qui est ça. Hein? Je dois travailler avec ça. Maintenant, est-ce que j'ai envie de poursuivre ma journée tristounette, avec du gris autour? Non. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, c'est là où on reprend notre pouvoir personnel en main à partir du moment où on accepte ce qui est là. Ça donne vraiment beaucoup de puissance à notre conscience puis à nos actions après. OK? Au lieu d'être tout le temps en réaction, on passe à l'action et non pas en mode réactif. Quand on se donne la permission de créer comme ça, puis de pas savoir, ou d'explorer, puis de laisser en même temps ce qu'on porte à l'intérieur de nous s'exprimer, on cultive une autre attitude de la pleine conscience qui est la confiance. La confiance en nous, en la vie, au fait aussi que tout finit par se transformer, tout finit par passer. On a du pouvoir aussi sur ce qu'on crée, autant sur la toile, dans notre livre, dans notre jardin, que dans notre vie. Donc, ça aide beaucoup à intégrer ça, dans vraiment là, pour grandir, puis de se faire confiance. On cultive également la patience. Donner de la place pour apprendre, pour explorer, pour pas savoir. Ça prend aussi la patience pour être là. Mais on a juste à regarder aussi certains artistes qui travaillent, je sais pas moi, les moines, les zen et tout, qui vont faire des mandalas de ça. Ouais. Je veux dire, on s'entend, ça prend de la patience. Ouais, ça. C'est sûr, c'est incroyable. mais aussi, tout le fait de, pour moi, créer, c'est pas juste peindre ou faire du collage ou écrire. C'est aussi, d'abord et avant tout, travailler avec nos mains. Faire son jardin, réparer les objets au lieu d'en acheter des nouveaux. Ben, ça nous permet de cultiver la patience. Hein? Cultiver son jardin, je veux dire, c'est tellement une belle image que c'est ce que le fait de travailler avec nos mains nous apporte. Tu sais, aujourd'hui, là, on a accès à Internet en supra haute vitesse. Là, je veux dire, ça va plus vite que ce qu'on est capable de gérer, même avec notre tête. On n'a plus accès autant à cette zone-là où il se passe pas grand-chose. On n'a plus de patience. On est pris dans le trafic, on est pris dans, tu sais, quand il y a plein de monde tout le temps autour. Puis, il y a vraiment une impatience collective qui rejaillit. Ben, moi, je pense que c'est important de faire un appel à tous à se retourner vers soi. Puis à se dire, OK, moi, qu'est-ce que j'aimais faire? Que ce soit travailler le bois, cuisiner, prendre le temps de faire des choses qui nous plaisent, qui nous font du bien avec nos mains. Parce que travailler avec nos mains, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Et ça, c'est la science qui parle. Et c'est ce qui nous distingue des animaux, littéralement, de pouvoir créer, de pouvoir transformer la matière. Et c'est important. C'est un retour aux sources, c'est un retour à nos racines, littéralement. Tu sais, dans le temps, ils prenaient le temps de faire la médecine, prendre le temps de créer les médicaments. Hein? Je veux dire, je m'en allais dire les potions magiques.
il y avait quelque chose Ouais. qui se passait, là. Il y avait les sages-femmes qui tricotaient à côté de la femme qui accouche, hein? Qui a un rythme qui est très rassurant là-dedans. Ben, ça amène à ça. Puis le lien entre la pleine conscience et la création est là, se retrouve dans ça. Ça nous permet de cultiver ça dans notre vie. Le lâcher prise aussi. Ils sont tous interconnectés, hein, mais quand on accepte de cultiver l'esprit du débutant, nécessairement, ça prend de notre part un certain lâcher prise. Puis bien souvent, c'est deux pôles qui sont très difficiles à mettre en application quand on commence. Mais c'est pour ça qu'entre autres, dans le livre, j'ai mis des exercices comme créer rapidement un carnet du lait, L-A-I-D, et non pas L-A-I-D, pour justement donner un espace, un terrain de jeu, littéralement, où on n'a pas à créer quelque chose de beau. C'est déjà l'intention de départ de créer quelque chose qui peut tout à fait être... ça fait du bien. Ben, ça pratique justement cette ouverture-là, puis de vivre avec l'inconfort, de pas toujours être satisfait du résultat. Ça aussi, c'est important. Hein? Donc, le lâcher prise, ça veut pas dire off. On se soucie plus de rien puis on abandonne. Au contraire, on se laisse la place pour être. Il y a une liberté là-dedans qui amène aussi au non-jugement. Arrêtez de toujours vouloir comparer, de se comparer aux autres, comparer notre chemin par rapport à nous-mêmes, de qualifier les choses autant dans ce qui est beau que pas beau. On peut-tu cultiver justement un espace où c'est plus neutre? C'est ça qui est ça. J'avais un prof à l'université en dessin qui, c'est un anglophone, puis il disait souvent ça. Ah ben, c'est ça qui est ça. Ça me faisait rire parce que il n'y a plus de combat, là. Hein? Voilà, c'est ça qui est ça. Il y a une part d'acceptation là-dedans, puis on passe à un prochain appel. Il y a un non-jugement. Fait que ça aussi, ça fait du bien. Hein? Ça nous détend de l'intérieur. Et finalement, la cerise sur le Sunday, le non-effort. Et ça, c'est pas facile, hein? Surtout quand on veut créer quelque chose de beau, qu'on veut apprendre. Mais si on est capable de se laisser une petite zone où on n'a pas à avoir de contrôle sur tout, on n'a pas d'effort à déployer constamment. Ça ne veut pas dire que le non-effort, on tartine notre vie au complet de ça puis qu'on fait plus d'efforts, mais pas du tout. C'est plutôt justement se laisser la place pour être, puis que ça soit assez. Hein? On sème nos graines dans notre jardin, on fait ce qu'on a à faire, mais on arrête de vouloir que les choses soient différentes tout le temps. Hein? Que ça pousse plus vite, que ça soit autrement. On fait de notre mieux, puis après ça, on laisse la vie aussi suivre son cours. Fait que le fait de travailler ça avec nos mains, avec la création, ça nous amène à l'expérimenter. Puis après ça, on ramène ça dans notre vie. Puis il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de nous, dans notre façon de réagir au monde extérieur. Vraiment. Alors, c'est le lien des attitudes avec la pleine conscience. Fait autant le processus créatif nous amène à le vivre, autant quand on crée, on peut mettre ça en pratique. C'est vraiment des vases communicants. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a du mal aussi à pas vouloir changer les choses. Parce que nous, on médite beaucoup, on fait beaucoup de méditation de pleine conscience. Et là, on s'y est remise récemment. Mais par exemple, pour notre entreprise Creative People qui met du temps à démarrer, en fait, on a du mal à accepter, c'est vrai, parfois, certaines choses et l'effet se crée avec nos mains, etc. C'est peut-être ce que tu dis, ça peut vraiment nous inviter par rapport au lâcher prise et à beaucoup de concepts de la pleine conscience. Finalement, ça se rejoint parfaitement. En fait, c'est vraiment. Et surtout sur le jugement, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que en ce moment, j'ai tendance beaucoup à me juger. Et c'est vrai que juste j'en prends conscience, mais c'est intéressant parce qu'on se juge beaucoup, surtout par rapport aux autres, par rapport à la vie des autres. Quand on n'a pas une vie conventionnelle, on pense voilà les autres n'ont pas la même vie que nous. Finalement, nous on est heureux dans cette vie-là. Mais on a du mal à se dire, voilà, c'est quand même correct et... Oui, s'assumer là-dedans. Puis, à partir du moment où il y a le non-jugement qui prend plus de place, on est capable de se tenir debout puis de dire, voilà, c'est mon choix,
c'est ce que je suis, c'est ce que je choisis d'être, de faire, peu importe. Et il y a une force incroyable qui rejaillit de là, et pas autrement. Puis souvent, c'est le réflexe qu'on a, c'est de chercher à l'extérieur la validation, la confirmation aussi. Par exemple, si on vient avec le fait de créer ce livre-là, créer le meilleur de soi. Il y a une promesse que je me suis faite dès le départ, ça a été de le faire d'abord et avant tout pour moi, pour me faire du bien, puis pour être bien avec le résultat final. Mais de pas rattacher à ça quelque chose qui serait conditionnel à mon bonheur ou à mon bien-être, c'est-à-dire que le livre, je sais pas moi, devienne un best-seller. S'il l'est pas, là, tu sais, si on met nos standards, là, s'il atteint pas tel chiffre de vente, je serais pas heureuse. Hey, pas vrai, ça. J'ai passé presque 2 ans de ma vie à travailler corps et âme là-dedans. Puis moi-même, je viendrais saccager le fruit de mes efforts en n'étant pas contente, par exemple, si ça n'atteint pas des objectifs X, Y, Z. Ça fait mal, ça. Quand on n'est pas capable de se l'offrir d'abord et avant tout à soi. Mais quand, au contraire, on se dit, non, non, c'est pas rattaché ensemble. J'ai donné le meilleur de moi là, puis je vais le porter, puis c'est tout. Ben, je pense que c'est là où il y a de la place pour que le meilleur puisse rejaillir. Et non pas l'inverse. Fait que ça fait du bien aussi, de se laisser cet espace-là pour pas toujours être dans la performance puis atteindre des choses, mais de rester connecté à notre intention de départ puis pourquoi on le fait. Puis ça, c'est super important. Puis je pense que c'est ce qui fait écho le plus, mais avant même qu'on ouvre la bouche. Hein? Ouais, c'est sûr. Vous avez des questions, Mariella? Alors, tu parles beaucoup, donc c'est ce qu'on a parlé un peu, d'accepter sa vulnérabilité. Et du coup, en quoi la créativité peut nous aider à accueillir notre vulnérabilité? C'est une belle question. De plein de façons. D'abord et avant tout, par le fait de ne pas vouloir atteindre des résultats en particulier, puis de se laisser une zone pour explorer, nécessairement, on est confronté aussi au fait que ça se peut, pendant le processus, qu'il y a quelque chose qui ressort, puis tu fais « c'est pas beau ». Hein? Puis vraiment, c'est juste humain d'avoir le goût de créer quelque chose qui est satisfaisant, qui te fait du bien quand toi tu le vois, puis que si quelqu'un en plus vient dire « Wow, c'est beau, j'aime ça », « Oh mon Dieu, que c'est extraordinaire! » Hein? Mais d'être capable de rester droite, le menton relevé en regardant quelque chose qui est ressorti puis qui est gris, qui est terne ou qui est je veux dire, sale, hein, même à la limite, tu sais, qui nous amène dans des zones où il y a de l'inconfort. Tu dis, oh mon Dieu, c'est pas confortable, c'est pas beau pour moi, tu sais, je suis pas bien. Ben, d'accepter de rester là, puis après, pas être en réaction, mais bien décider après qu'est-ce qu'on fait avec ça, c'est de partir justement d'un état où, quand il y a l'inconfort, puis on est placé face à quelque chose qu'on a créé, qui sort de nous, qui est pas beau, ben on se sent vulnérable. Mais de l'intégrer, d'y laisser la place pour que ça soit comme ça. Tu dis, oh, wow, OK. En ce moment-là, c'est intéressant, là, je me sens vraiment vulnérable parce que c'est pas beau. Je me sens même, à la limite, exposée parce que si c'est quelque chose qui est sur un support qui est plus grand, ben là, il y a des gens qui pourraient voir ce que je viens de faire puis c'est vraiment inconfortable. Donc, il y a une part de nous qui se sent vulnérable, hein, qui se sent peut-être vue aussi. Puis peut-être ce qui a émergé là-dessus est tellement profond puis personnel qu'on se sent vulnérable, hein, on se sent tout nu, dépouillé. Eh bien, le fait de le vivre comme ça, en même temps, dans un terrain qui peut être plus chaleureux, sécurisant, comme par exemple, là, dans le fond de mon sous-sol, il n'y a pas grand paire de yeux qui peuvent venir voir. Fait qu'il y a des choses qui peuvent émerger, puis je suis comme en sécurité pour le laisser sortir, puis que ça reste mon jardin secret. Fait que ça, c'est super important. Puis d'avoir cet espace-là pour le cultiver encore et encore, puis d'apprendre à laisser monter cette part vulnérable de nous, fait en sorte que la vulnérabilité devient non plus un boulet qu'on tire, mais une force. Quand on ose être nous-mêmes, tel quel, hein?
ça veut dire que je vous montre autant ma part de lumière que ma part d'ombre et j'ai pas honte de ma part d'ombre. Elle est assumée. Ben, ma vulnérabilité, celle que j'ose montrer, est assumée, donc devient une force. Mais ça vient du fait de pouvoir le pratiquer dans notre secret, dans notre jardin secret. Il y a aussi tout le pan où on ose ouvrir les portes avec l'écriture, hein? Mettre par écrit ce qu'on ressent, ce qu'on a vécu, exprimer notre rage, notre tristesse, notre colère là-dedans. Ben c'est accéder à des points qui sont vraiment sensibles à l'intérieur de nous, donc nécessairement reliés à la vulnérabilité. Mais quand on s'offre la chance de pouvoir sortir de notre tête, puis de le mettre par écrit, puis après ça, je sais que quand vous aviez envoyé des questions, là, il y avait aussi le fait de venir, mettons, écrire, puis de venir cacher ça par de la peinture, par du collage, ça reste secret, ça reste caché, ou qu'on prenne le temps de l'écrire, puis après ça, de le brûler, de le déchirer. Il y a un acte qui est fait, qui fait en sorte que notre vulnérabilité a de l'espace dans notre vie pour exister, mais qu'elle est canalisée, elle peut s'exprimer dans un terrain qui est sécuritaire. Donc ça fait fondamentalement du bien. Ça nous permet après justement de pouvoir la transformer en force. Ouais, c'est vraiment très très parlant ce que tu dis. C'est vraiment très intéressant. Parce que nous aussi on expérimente des fois, par exemple, comme on travaille dans notre petit salon, hein, tu sais, à Paris c'est tout petit. Et du coup on a notre papa qui habite à côté de chez nous, et du coup c'est vrai que quand on est en train de créer, on veut pas trop qu'ils viennent, donc on est petit. Et c'est vrai que c'est important d'avoir un espace, comme tu dis, sécuritaire, où on peut vraiment être tranquille. C'est important, je trouve, de créer aussi ce petit cocon-là, même si on n'a pas beaucoup de place. Nous, on a décidé aussi de se créer ça, parce que grâce à ton livre, d'ailleurs, qui nous a inspiré, on s'est créé une petite étagère quand même, il y avait toutes nos affaires. Parce que avant, on les avait pas enfouies, mais tu vois, dans des tiroirs et tout ça, on n'y allait pas, on n'osait pas. Les tampons encreurs, tout ça. Donc elles sont juste au-dessus. Donc on a réaménagé au-dessus des livres, en fait. Oui. Du coup, on a mis toutes nos affaires, et c'est important aussi de... Et puis, alors on a une autre question. C'est comment le processus de l'écriture peut transformer notre vie, parce que on n'écrivait pas beaucoup, nous, et puis récemment on a décidé de voir comment ça fonctionnait et d'écrire 3 pages chaque matin, et je trouve que ça a vraiment un côté vraiment libérateur, et c'est vraiment très intéressant de mettre ça dans sa vie, quoi, d'écrire plus, parce qu'on n'a pas l'occasion forcément d'écrire ce qu'on ressent, etc. Et puis plus on écrit, je trouve, plus ça vient en fait, naturellement, et Définitivement, oui. C'est quelque chose qui peut s'apprendre. On peut apprendre à l'aimer, hein? Comme les enfants avec la nourriture. Faut se permettre d'y revenir puis d'y goûter encore et encore. Souvent, ce que j'entends, c'est j'aime pas écrire. Je suis pas bonne. J'écris pas bien. J'étais pas bonne en français. Il y a plein de raisons qui refont surface pour lesquelles on se plongerait pas là-dedans. Tout simplement, j'aime pas ça. À celles et ceux qui me disent j'aime pas ça, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà dans le livre, je donne quand même quelques pistes avec lesquelles travailler pour pouvoir commencer. À commencer par un seul mot, ou même ce que j'appelle des colliers de mots. Hein, enfiler des mots qui nous font du bien ou qui refont surface spontanément. Déjà, je veux dire, ça prend pas du talent pour pouvoir écrire ce qui remonte à la surface. Donc, tout comme en processus de méditation où on appelle à juste observer les pensées qui refont surface comme on regarde des nuages, le fait de le mettre par écrit, mot après mot, ou mot après mot qu'on s'offre en cadeau aussi. Hein? Si on se sent pas bien et qu'on a envie d'aller mieux, on peut s'offrir un beau collier de mots, de perles en cadeau. Puis, sérieusement, croyez-nous pas sur parole. Hein? Tout le monde qui écoute, là, faites-le. Il n'y a rien qui remplace le fait de passer à l'action. OK? Parce que ça fait fondamentalement du bien, mais juste quand on le fait. Pas juste quand on le pense. Donc, il y a tellement de façons avec lesquelles on peut apprendre à aimer à écrire.
Mais d'abord et avant tout, il faut comprendre que l'acte d'écrire est nécessaire. Il fait fondamentalement du bien, pas nécessairement juste parce que c'est beau, mais parce qu'il y a un acte physique qui est fait. Donc, ça nous permet de sortir de notre structure qui est plus rationnelle, quand on se dit « Ah oui, je le sais ». Là, on a toutes nos raisons pour lesquelles telle affaire est arrivée ou telle affaire n'arrivera pas parce qu'on sait que ta. La bonne nouvelle, c'est que quand on se met à écrire, encore en lien avec le même sujet qu'on sait, l'acte d'écrire nous amène encore plus loin et il y a des choses auxquelles on n'avait pas pensé avec notre tête qui est permis juste par le fait de passer à l'acte et de l'écrire. Parce que notre corps se met en mouvement et là, il y a notre part intuitive aussi qui a un micro. Ouais. Donc, on peut lui laisser la parole. On le voit, c'est extrêmement puissant dans le dialogue à deux mains, où justement on expérimente ça. Dans parler justement d'écrire 3 pages, il y a Julia Cameron qui parle des pages du matin. Oui, c'est ça. 3 pages chaque matin. Ça m'amène à faire une parenthèse qui est vraiment importante à mes yeux, c'est-à-dire, moi je trouve que cet exercice-là il est extrêmement puissant, puis c'est une super belle porte d'entrée. Mais souvent, j'entends j'essaye, mais j'arrête tout le temps, tu sais, puis je me tape sur la tête. Mais c'est intéressant pour regarder pourquoi. Parce que bien souvent, c'est cette structure-là qui devient comme trop rigide, puis là, à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui dit non, je veux pas le faire. Hein? Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'assoit, puis on dit OK, ce matin, ça sera peut-être juste un mot. Ce matin, ça va peut-être être juste des dessins, puis quelques phrases. Ça va peut-être être à l'intérieur d'un pouce carré, une petite case que je vais avoir tracée, puis ça va être correct. Demain, ça sera peut-être 15 pages. Mon travail à moi, c'est d'être là devant mon cahier, puis de honorer ma discipline personnelle, mon rituel sacré, pour moi. Mais je me donne la permission que ça s'exprime comme je le veux chaque matin. Donc, on vient à l'esprit du débutant, on se laisse la chance à chaque matin d'être une nouvelle personne puis de dire qu'est-ce que tu as envie, toi, ce matin? Qu'est-ce que tu as envie de manger au petit déjeuner? On ne veut pas manger tout le temps la même chose. Mais de l'autre côté, l'espèce de discipline, justement, d'écrire 3 pages peut aussi nous servir pour nous ramener. Fait que, tantôt, quand je disais, là, on a besoin de cet équilibre-là entre la part rationnelle puis la part intuitive, ça vient là aussi, c'est super important. Fait que quand on sent qu'on a besoin un peu plus de structure, on se tourne vers une structure comme ça. OK, ma mission, c'est pendant X nombre de jours, de remplir X nombre de pages par matin. Et de l'autre côté, c'est au contraire, on veut rester là-dedans, puis qu'on sent qu'on est beaucoup réfractaire à cette discipline-là, on ouvre les portes. Puis on se donne la permission d'être qui on est, puis de faire ce qu'on est, ici et maintenant. Ce qui est important aussi de dire, c'est que l'écriture, quand c'est relié à comment on se sent, comment on a envie de se sentir, pour nommer les choses, pour faire le point sur des situations, nous permet d'aller encore plus loin. C'est des choses qu'on va offrir comme outil aux leaders en entreprise, entre autres, pour leur permettre d'être des leaders plus conscients, plus ouverts aussi dans leur leadership avec leur équipe. Le fait d'écrire est fondamentalement bon pour eux. Le fait d'écrire aussi nous permet d'aller plus loin dans ce qu'on apprend, dans ce qu'on veut intégrer. Hein? On en lit beaucoup, des livres inspirants pour apprendre des nouvelles choses, pour se développer personnellement. Mais le fait d'écrire ce qu'on apprend, ce qui fait écho à l'intérieur de nous, une citation, pourquoi cette citation-là me parle beaucoup aujourd'hui, puis d'écrire en lien avec ça, nous permet de passer du « je sais » à « je comprends », de l'intégrer. Fait que l'écriture sert à ça aussi, d'intégrer les choses. Intégrer autant ce qu'on vit que ce qu'on apprend. Fait que pour moi, c'est hyper important. C'est la base de tout. Fait que quand quelqu'un me dit « j'ai pas le temps », déjà juste avec un carnet puis un crayon, ça prend pas de place, ça prend pas beaucoup de temps. Puis on a tout sous la main pour déjà exprimer par les mots, puis par des petits dessins, des petits gribouillis, des symboles, tracer sa main sur une page, puis dire hey, « je suis là ». Donc, j'ai à la fois dessiné, j'ai tracé ma main, j'ai écrit « je suis là ». Donc, je
j'honore le fait que je suis ici et maintenant, ben on voit que ça n'a pas pris de temps, ça n'a pas pris de talent non plus, puis pas pris d'espace. Mais je suis là. Je me dis bonjour au moins aujourd'hui. Ouais, c'est très intéressant parce que justement, on essaie de se faire un petit rituel le matin. Je vois que ça a figé l'écran, donc je ne sais pas si vous nous voyez et vous nous entendez. Non. Ça a l'air de revenir. Bon. Parle pour voir si on m'entend. Oui, oui, vous m'entendez? Non, bon, ça va, c'est revenu, c'est bon. Donc je disais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc je disais en fait que le matin, on fait de plus en plus un rituel. Et par rapport à ces 3 pages d'écriture, je trouve que c'est très important ce que tu dis, de pouvoir être créatif aussi avec son rituel, de faire ce dont on a envie. Parce que c'est vrai que dès qu'on se met un cadre rigide, à un moment donné, on voulait le faire tous les matins pendant tant de jours. Et il y a 1 ou 2 matins où on l'a pas fait et on s'est dit finalement on va faire autre chose. Et c'est vrai que c'est important de se réinventer chaque matin et voir ce qu'on a envie de faire aussi. Parce que sinon on se met trop de barrières et c'est trop rigide et après c'est plus bon non plus, quoi. Oui, oui. On a comme un petit enfant à l'intérieur de nous qui s'assoit et qui dit non, moi j'avance. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que c'est important d'écrire, on redécouvre là, mais même un mot ou comme tu dis, c'est vraiment pour s'exprimer, c'est important et nous on a plein de petits carnets, alors ça va. Oui. Plein de petits carnets, mais c'est bien parce qu'on peut aussi l'emporter partout, donc c'est pratique aussi ce petit format-là. C'est vrai que c'est vraiment bien parce que l'écriture ça permet aussi de se choisir, quoi. Ça fait un moment pour soi et l'écriture c'est vrai que j'avais pas expérimenté avant et c'est particulier, quoi. Ça apporte vraiment quelque chose en plus à la créativité. Oui, puis un autre paramètre sur lequel on peut agir pour stimuler notre pratique d'écriture, c'est de varier les cahiers, le format, le type de papier, le type de crayon. Puis, je ne sais pas si vous l'avez expérimenté, mais moi, il y a certains jumelages de crayons, papier qui m'inspirent tel type, puis ça se fait naturellement, là, je réfléchis pas, là, tu sais, dans tel carnet, ben, je vais plus faire tel type de dessin avec tel type de réflexion, dans l'autre, c'est d'autres choses. Des pages blanches, des pages lignées, des pages crème, des pages épaisses, des pages minces, tout ça fait ressortir des qualités différentes de nous, de notre écriture, même de notre calligraphie, littéralement. C'est intéressant aussi. Des fois, là, c'est simplement ça qui fait toute la différence, qui va faire en sorte que quelqu'un va dire « Ah là, je me sens inspirée. Ah là, j'aime écrire. » Mais c'est comme si, des fois, là, il y en a qui vont juste mettre un habit, puis vont dire « Ah, c'est inconfortable, je sais pas moi, donc c'est pas moi. » Mais non, il faut essayer différents vêtements pour trouver c'est qui, quelle sorte, quel type de vêtements va nous faire sentir bien. La même chose pour le cahier, carnet, crayon, puis de varier pour voir qu'est-ce que j'ai envie, là, ça va être quoi le mix aujourd'hui qui va m'inspirer. Ouais, c'est vrai, parce que nous, on a un carnet de créativité, mais on se rend compte qu'en fait, on a un type de carnet, et là, il se trouve qu'il était en rupture de stock, quoi. Donc, c'est très grave. C'est très grave parce que on s'est acheté un cahier à spirale et on n'a pas la même façon de créer, tu vois, on s'en est rendu compte. Et c'est intéressant aussi d'explorer différents types de supports et tout. Bon, des fois, on prend des grandes feuilles, mais c'est bien par contre d'avoir un carnet, je trouve, parce que ça te fait, tu peux le regarder après et regarder ce que tu as fait dans tes créations. C'est bien aussi de temps en temps d'avoir des feuilles, mais pour instaurer un truc comme ça, on re-regarde après, tu regardes d'une année sur l'autre, c'est vachement bien. Et c'est grâce à toi de toute façon qu'on a pris un carnet et ça fait quelques années, mais c'est toi qui nous a inspiré. Ça devient comme une maladie, là, à un moment donné. Là, ouais. C'est comme un beau carnet, un autre. C'est sûr, ouais, c'est sûr. C'est une belle maladie quand même, parce que la créativité, c'est tellement important. Oui. Et donc, ça, on en a un peu parlé, en fait, des rituels créatifs au quotidien qui te font du bien et par où commencer quand on débute, quoi. Mais ça, on en a un peu parlé de comment est-ce qu'on peut débuter. Par exemple, les petites cases dont tu parles dans ton livre, les petites choses déjà. C'est une bonne porte d'entrée. Le plus important pour commencer, c'est de commencer avec ce qui est le plus près de nous possible, puis ce qui nous fait le plus de bien possible. Puis de remettre en question nos idées préconçues.
Hein? Si on veut entreprendre une démarche, puis qu'on s'imagine peut-être que ça prend le studio inspirant comme telle personne, puis après ça, on va pouvoir s'asseoir puis créer, ben on va attendre longtemps. Parce que même si on crée notre studio fort à Paris, que même avec le plus beau des studios, on va être figé puis on fera rien. Alors moi, j'aime bien l'analogie de dire on va regarder puis on va faire comme les chats. Les chats, qu'est-ce qu'ils font dans une maison? Ben, ils vont chercher les petits endroits où ils vont se sentir bien. Ils vont piétiner un peu, puis après ça, ils vont se tourner en boule. Puis à un moment donné, ben, ils vont bouger un petit peu, puis ils vont suivre le soleil, puis ils vont changer de place comme ça. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? Donc, le matin, moi, ça fait partie un peu de ma pratique de me dire, OK, aujourd'hui, là, j'ai envie d'être où? Et comment je peux agir? Là, on a un chien. Fait que c'est sûr que maintenant, je peux pas aller m'asseoir dans le salon puis de manger à la table à café si elle est là. Fait que faut que je m'organise pour qu'elle soit dans sa pièce puis qu'elle sorte pas. Hein, ou sinon, bonjour le stress. Mais ça fait partie, c'est anodin. Mais est-ce que je vais me laisser empêcher de manger dans le salon puis d'écrire dans mes cahiers le matin parce que j'ai un chien maintenant? Non. Mais au début, le premier réflexe, c'était ça. Puis de regarder aussi, c'est quel le moment qui nous inspire le plus. Il y en a pour qui c'est le soir, quand tout le monde est couché. Parfait. Moi, c'est le matin très tôt. Mais le matin, très tôt, je m'assure de me coucher tôt le soir, parce que j'ai besoin de sommeil aussi. De deux, je m'organise pour que tout soit à portée de main le matin, que j'aie pas trop d'énergie cérébrale à dépenser pour chercher mes choses. Puis il faut que ça soit confortable. Donc, j'ai une grosse doudou, de me recréer un cocon où je vais me sentir bien. Toutes les qualités vont être réunies pour que je puisse me déposer. Donc, ça serait ça le premier pas à faire, de voir où moi je me sens le mieux possible pour pouvoir commencer à écrire. Là, ça m'amène aux petites cases. Les petites cases, c'est vraiment très simple. Je trouvais que l'image était forte. Ça part du fait que moi, ma philosophie, c'est les petits pas. Hein? On avance à petits pas, puis c'est comme ça qu'on s'assure justement de rester sur la bonne voie. C'est quelque chose que j'ai appliqué dans toutes les sphères de ma vie, autant pour créer que pour courir, par exemple. Alors que jamais j'aurais cru que je courrais de ma vie. Jamais, jamais, depuis jamais. Et j'ai réussi à intégrer ça dans ma vie, puis à m'inscrire à un 10 km, un autre, un demi-marathon, puis un autre, alors que c'était à l'opposé de qui je pouvais être. Ça a été vraiment la notion des petits pas, des petites choses, des petits gestes qu'on fait. Comment on peut découper les étapes en petites bouchées, puis de faire en sorte que le stress n'est pas cliqué, puis que je puisse continuer à être dans l'action. Donc, les petites cases, c'est de découper, par exemple, une page en quelque chose comme, je sais pas moi, un carré de chocolat. Tu sais, comme les Lindt, là, hein? Des chocolats noirs. Est-ce qu'on est capable de s'offrir un carré de chocolat par jour? L'image est tellement forte parce que ça en dit long. Si on n'est pas capable de faire quelque chose à l'intérieur de une petite case comme ça va pas bien. Ouais, fait que, puis même si on n'a même pas le goût de faire quelque chose dans une petite case, mais ça éveille la conscience à dire j'ai pas le goût de faire ça, mais je vais prendre une photo. Je vais faire autre chose. Je vais trouver une recette. Je vais chercher des nouvelles semences sur Internet. Mais on pose un acte. Donc, ça sert autant à celles pour qui ça inspire que pour celles que ça inspire moins, mais qui a une prise de conscience qui est peut-être là. Fait que le premier pas, c'est ça, puis de regarder ce qu'on a déjà à la maison aussi. Bien souvent, on a des enfants ou des petits-enfants autour de nous, puis on a accès à du matériel, ou même quand on entre justement dans des magasins de matériel d'artistes, commencer par le matériel pour enfants, ça diminue tellement la pression intérieure, puis on se remet à prendre plaisir à créer. Bien souvent, tu sais, je sais pas moi-même, je sais pas si vous avez ça, mais oui, de la gouache en pastille, comme la peinture à l'eau, mais avec du beau de couleurs, c'est tellement satisfaisant, c'est extraordinaire. Fait que ça nous permet de
faire littéralement de la couleur. Puis dans une case, on peut tout simplement mettre un peu de couleur. Mais ce qui arrive, c'est qu'en bout d'année ou de mois, on a une courte pointe de couleurs, de nos couleurs, puis l'ensemble fait du bien. Fait autant chaque partie a fait du bien que l'ensemble au complet. Fait que c'est vraiment une belle porte d'entrée. Puis de se reconnecter à ce qui nous faisait du bien, ce qu'on avait déjà fait peut-être par le passé, puis qu'on a mis de côté, puis on se demande pourquoi on a arrêté. Puis ça représente vraiment des belles portes d'entrée. Donc, de ramener ça à notre pratique personnelle le plus proche possible de nous, de notre réalité, puis de déjà faire la paix avec le fait que ça bouge à tous les jours. Il n'y a pas une journée qui est pareille, puis de faire la paix avec ça, c'est déjà s'offrir quelque chose de beau en cadeau, pour que ça soit un processus qui est organique. Merci beaucoup, on arrive à la fin de nos questions, et c'était un très très grand plaisir en tout cas de faire cette interview avec toi. Il y a juste moi qui ai une question pour toi. C'est parce que j'ai envie d'aller m'acheter en fait après quand on aura fini l'interview une toile et de la peinture. Et tu conseillerais quoi comme peinture pour faire un tableau, la gouache ou l'acrylique? Ah oui, non mais même là, sur de la vraie toile d'artiste, on peut même commencer à faire le fond avec de la peinture à l'eau. Juste ça, être là, de lancer de la peinture, des gouttes colorées. Ouais, déjà, juste ce que j'ai envie de faire. Hein? Ouais. C'est juste ça. Puis la peinture acrylique, ça peut, il y a différentes, tu sais, il y a une gamme très très large là, tu sais, de qualité. Commençons avec ce qui coûte le moins cher. Ce que j'ai, nous, je sais pas, on a au Québec, tu sais, des magasins où tout coûte à peu près $1. Ils vendent de la peinture comme ça qui est. C'est sûr que le pigment de couleur est vraiment pas le même que quand on paye plus cher pour de la bonne qualité. Mais ça fait tellement le travail. Puis, tout ça encore pour faire une couche de fond. On peut travailler avec la peinture à l'eau, après ça avec une peinture qui est de moins bonne qualité. Puis par la suite, parce que ça fait du bien aussi, c'est intéressant de travailler avec quelque chose qui est de meilleure qualité, parce que les pigments sont beaucoup plus intéressants, sont plus vifs. Mais juste à la fin. Fait que, tu sais, pendant tout le long, on a pu se pratiquer, on a pu être là, voir qu'est-ce qu'on aime, voir les couleurs qu'on aime, voir comment ça réagit. Puis même à la limite, là, par-dessus tout ça, avant même de passer à ce qui est de plus haute qualité, on pourrait passer une couche de gesso blanc, qui est comme un après, une mince couche qui fait en sorte qu'on voit qu'il y a quelque chose qui a été dit, qui a été vécu en dessous. Puis après ça, de recommencer à partir de là, mais on prend conscience aussi que ce qui était là, tous les petits pas qu'on a fait, tous les tests qu'on a fait, donnent de la profondeur à notre œuvre. Voyez-vous comment l'analogie est puissante avec notre vie? Le parallèle est là. Tous les petits pas, tous les tests, toutes les erreurs qu'on a fait sont nécessaires pour donner de la profondeur à qui on est maintenant. Moi, là, je m'en suis rendu compte cet été quand j'allais préparer justement mon petit havre de muse pour accueillir des clients en accompagnement privé. Puis j'étais avec mes bottes de pluie. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, quand j'étais jeune, si quelqu'un m'avait dit que c'est ça que je fais plus tard, j'aurais tout de suite voulu faire ça. Mais ma faute était nécessaire pour être qui je suis aujourd'hui. Puis d'avoir compris, d'avoir travaillé en entreprise aussi. Maintenant, quand je me retrouve avec des professionnels, qu'on travaille en entreprise, on peut parler le même langage parce que j'ai travaillé, là, ça a été aussi ma réalité. Donc, c'est la même chose pour notre toile. Toutes les pas qu'on fait, tous les tests, toutes les erreurs, tout ce qu'on transforme donne la profondeur au reste. Hein? Parce que c'est pas vrai que du premier coup, on crée une œuvre, c'est flat. C'est là où il manque quelque chose, il manque de la saveur, il manque de la profondeur. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous dire, les filles. Puis même, ce que j'aime beaucoup, beaucoup faire sur une toile blanche, c'est d'écrire. Écrire. Au crayon plomb, au feutre, peu importe, mais être là. Fait que déposer mon intention sur ma toile. Puis après ça, il y a juste moi qui sais. Hein? Je prends des photos pendant tout le long, justement pour un peu comme un voyage.
pour relater l'expérience de cette toile-là. Mais je vous dirais de faire justement ces tests-là, puis de vous amuser, les pinceaux, les mains, hein, d'être là, vous donner la permission d'explorer avec ça. Merci. C'est tellement inspirant ce que tu dis. C'est vraiment un cadeau que tu nous fais. Hein. Ah, ben, c'est vraiment un beau cadeau que vous me faites aussi, vraiment. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci. Bah, merci beaucoup hein, pour cette interview. Et donc, si vous voulez, du coup, aller voir le site de Manon, je le remettrai dans les commentaires, mais en tout cas, je vous remontre du coup son livre hein, qui est vraiment mais extraordinaire. Enfin, je vous invite vraiment à aller vous le procurer parce que je pense qu'il peut vraiment changer beaucoup de choses. Pour les Parisiens, vous pouvez aller à la librairie du Québec, vous pourrez le trouver. Mais même pour sur Amazon, je pense. Ils prennent les commandes en ligne, puis par téléphone, puis ils font les envois par la poste rapidement. Puis je sais que le livre est sorti quand même là, un mois. Puis dès le départ, il était en rupture de stock. Les libraires de la librairie du Québec à Paris ont été extraordinaires. Je veux dire, c'est quand même pas simple non plus d'acheminer les commandes. Donc, ils l'ont reçu par avion, par bateau, encore. Puis là, je sais que cette semaine, ils vont en recevoir encore plus de stock. Fait que, ça a été à plusieurs reprises. Oh, il en reste plus. Fait que c'est un beau problème. Mais là, on est en communication. Puis là, on n'en manquera plus. N'hésitez pas pour précommander ou réserver votre copie autant par téléphone qu'en ligne. Sont tellement gentils. La peine. Vous les avez vus. C'est tellement de belles photos. Ils sont vraiment adorables. Et aussi pour faire un cadeau je pense notamment à Noël, mais vraiment offrez aussi ce livre, parce que c'est tellement un beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un, et je pense que ça peut vraiment changer des choses, même si vous pensez que la personne n'est pas créative, ou il y a en tout cas un état d'esprit, une pensée par rapport à la pleine conscience et à tout ce que dit Manon, qui peut vraiment vous rejoindre et rejoindre la personne à qui vous l'offrez en tout cas. Et si vous voulez en savoir plus sur Creative People, on a créé un module gratuit en ligne. Donc, on vous mettra le lien en dessous aussi qui s'appelle Prendre soin de soi et se choisir. Donc, voilà. Et on vous souhaite une belle journée et à très bientôt. Oui, merci. Du coup, j'étais